BFM Business, BFM Crypto, le club. Et du côté des cryptos, le Bitcoin repasse sous les 26 000 $. Nos experts crypto, le club BFM Crypto sont mobilisés. Et à nos côtés, Pauline Armandet. Bonjour Pauline. Bonjour Guillaume. Tout à l'heure, 18h, dans un peu plus d'une heure, la newsletter BFM Crypto que vous préparez, que vous concoctez pour tous nos abonnés. C'est chaque lundi et c'est toujours gratuit, on est d'accord Pauline? Ouais, Chacun peut encore s'abonner pour découvrir cette newsletter à venir tout à l'heure, donc 18h. Yorick de Montbine vient de nous rejoindre aussi, il est haut fonctionnaire converti à ce marché crypto, notamment au Bitcoin. Bonjour Yorick. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Vous nous direz d'ailleurs où en est le Bitcoin au milieu de toutes les actus crypto et alors que la SEC aux États-Unis mène une charge contre Binance et Coinbase, comment le Bitcoin encaisse-t-il? Il va aussi tenter de nous répondre d'un point de vue plus technique. Vincent Bois, analyste technique pour IG. Bonjour Vincent. Bonjour. Content de vous retrouver. On a un Bitcoin qui repasse légèrement aujourd'hui sous les 26 000 $, 25 808 $ à l'instant. Oui, en effet, un retour en arrière tout à fait compréhensible qui reste tout de même modéré par rapport à d'autres altcoins, donc d'autres crypto-monnaies qui ont baissé de près de ou plus de 20% durant le week-end. Donc pour Bitcoin et Ether, pour le moment, c'est plutôt raisonnable. C'est un retour en arrière, une attente de la part des investisseurs. Au niveau technique, sur le Bitcoin, on est revenu sur l'objectif des 25 200 $ qui tient pour le moment la tendance. On est plutôt tout de même toujours sur un risque de correction qui pourrait également venir des risques sur les marchés traditionnels avec, comme vous le disiez, beaucoup de rendez-vous cette semaine et pourrait nous amener justement à finalement cette cassure des 25 200 pour aller chercher les 22 500. Pour le moment, c'est une hésitation. Si on veut éviter une accélération baissière, il faut tenter de revenir justement au-delà des 27 400 qui a bloqué la tendance plutôt sur la fin du mois de mai. Donc c'est à nouveau une hésitation. Le bas du range sur les 25 200, il faut se décider, mais probablement cela va plutôt se faire vers une correction sans parler d'accélération importante à la baisse, d'aller chercher nos 22 500 $. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que la corrélation avec le Nasdaq qu'on avait vu pendant une période, et alors que le Nasdaq enchaîne les hausses, décidément, on sort de 7 semaines de hausse d'affilée sur le Nasdaq, meilleure série depuis 2019 quand même, cette corrélation entre Bitcoin et Nasdaq, pour l'instant, semble s'éteindre un peu. Le Nasdaq monte, c'est pas vraiment le cas du Bitcoin. Oui, à court terme. Après, c'est vrai qu'une corrélation au jour le jour, c'est difficile. Si on regarde depuis début 2023, c'est un peu le même mouvement. Mais c'est vrai que dernièrement, c'est le Nasdaq, voire quelques valeurs qui profitent justement de cette hausse, ce qui est également un risque pour la tendance à moyen terme. Mais actuellement, on est plutôt justement sur une désolidarisation à très court terme sur le Bitcoin par rapport au Nasdaq. Après un début d'année, effectivement, où les deux progressaient de concert. Effectivement, aussi bien le Nasdaq que le Bitcoin en début d'année. Puis là, on a, c'est vrai, un plafond sur le Bitcoin et voire une baisse à nouveau un petit peu. On est sous les 26 000 en ce moment sur l'Ether. Quel potentiel voyez-vous? 1 738 $ pour un Ether à l'instant où on se parle. Oui, actuellement, l'Ether, exactement même phénomène. Finalement, on est revenu également sur ce niveau, sur ce bas de range, sur cette ancienne résistance et support que l'on a vu durant les précédents mois, sur les 1 730 $. Donc, on a vu justement, Ether est plutôt considéré comme un altcoin et on a vu que les altcoins baissaient fortement durant le week-end. L'Ether, lui, s'est plutôt bien maintenu et égale environ la performance donc du Bitcoin. On est revenu sur nos 1 730 $. De la même manière que les 25 200 sur le Bitcoin, c'est un niveau qu'il faut tenir pour tenter de revenir vers les 1 800 $. Mais de la même façon, il y a tout de même des risques liés au marché des crypto-monnaies. Il y a des risques également sur les marchés traditionnels qui sont tout de même sur une certaine euphorie. Et donc, attention aux risques baissiers qui dominent et le niveau que l'on pourrait aller chercher sous ces 1 730 $ et d'aller sur les 1 550 $ sur l'Ether. Merci Vincent. Vincent Bois avec nous depuis IG. C'est vrai, Pauline, et vous en parlerez dans la newsletter BFM Crypto à paraître à 18h. C'est vrai que les coups de semonce, les attaques en justice même, les procédures en cours et qui démarrent de la SEC aux États-Unis vis-à-vis de Binance et de Coinbase, tout cela commence à avoir un impact sur l'écosystème crypto. Oui, parce qu'effectivement, en plus de toutes ces accusations, la SEC a aussi qualifié plus de 20 crypto-monnaies comme des securities, donc des valeurs mobilières qui doivent en gros relever de sa réglementation, qui doivent répondre à des obligations légales qui s'imposent à des titres cotés en bourse. Et donc parmi ces crypto-monnaies, il y en a qui font partie des plus capitalisées du marché. Donc parmi les crypto-monnaies visées par la SEC, il y a par exemple le BNB
de Binance, Solana, Cardano, Polygon, ces crypto-monnaies de ces écosystèmes. Et donc en conséquence, les acteurs crypto ont pris des décisions assez radicales il y a quelques jours. Je pense notamment au géant des crypto-monnaies, donc Crypto.com, qui a annoncé mettre fin à partir du 21 juin son service de trading à destination des institutionnels aux États-Unis. Mais c'est surtout l'annonce vendredi de la plateforme de trading Robinhood qui a décidé de suspendre, donc à partir du 27 juin, la prise en charge de 3 crypto-monnaies des écosystèmes Solana, Cardano et Polygon. Qui a eu une incidence assez directe sur le marché des crypto-monnaies, puisque... leurs cours ont souffert, c'est le moins qu'on puisse dire. Leurs cours ont effectivement beaucoup tangué. En l'espace d'une semaine, ces crypto-monnaies ont perdu plus de 30%, à peu près 30% de leur valeur, ce qui est évidemment une baisse drastique sur l'écosystème crypto. On ne parle pas de n'importe qui, Solana, Cardano, Polygon. Oui. En l'occurrence, ces 3 crypto-monnaies, mais en fait, il y a eu un effet d'entraînement sur le marché crypto de manière générale. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire qu'en ce lundi après-midi, on est quand même encore dans un marché crypto qui est dans le rouge, peut-être mis à part le Bitcoin et l'Ether qui ont effectivement assez bien résisté. Et alors, dans ce contexte, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que, décidément, l'Europe a une carte à jouer face à tous ces aléas et toutes ces épées de Damoclès qui pèsent sur l'écosystème aux États-Unis, une carte à jouer grâce à sa réglementation. Oui. Parce qu'au final, la petite chanson maintenant qu'on entend, et notamment la semaine dernière, j'étais à la Bruxelles Blockchain Week avec beaucoup d'acteurs de l'écosystème crypto qui se sont réunis et on en a discuté avec des experts et membres de l'écosystème sur place, dont l'ex-député Pierre Persson, qui partage donc ce point de vue. Je l'ai interviewé sur BFM Crypto et je vais vous citer ce qu'il m'a expliqué. Il dit les États-Unis en fait offrent une opportunité à l'Europe d'accueillir des acteurs sur son sol. L'Europe peut avoir un avantage compétitif face aux États-Unis. En 2022, c'était jusqu'à présent inespéré, mais en fait l'Europe se retrouve dans une position favorable. Et comme exemple, notamment, on sait que les tensions ont monté entre Coinbase et la SEC jusqu'à cette assignation la semaine dernière. Et en fait, Pierre Persson, il considère que dans le contexte actuel, en fait, l'Europe aurait dû tendre la main aux États-Unis en leur disant, à Coinbase, en disant vous pouvez venir sur notre sol si ça ne se passe pas bien aux US, venez chez nous, ce que l'Europe n'a pas fait mais qu'elle aurait notamment pu faire. Et effectivement, l'Europe peut avoir une carte à jouer dans ce contexte parce qu'elle va avoir sa réglementation en 2024. Yorick, qui l'eût cru? On va voir. Oui, moi je suis d'accord, il y a une carte à jouer pour l'Europe et en même temps, il y a des préjugés anti-crypto et anti-Bitcoin qui restent très très forts dans les administrations européennes, les institutions politiques nationales et supranationales en Europe. Et donc, c'est pas du tout gagné. Oui. Il y a des préjugés, mais en tout cas, contrairement aux États-Unis, c'est vrai qu'ils se sont penchés sur les textes, ils ont voulu établir cette réglementation en discutant avec les acteurs et apporter une forme de visibilité. D'ailleurs, alors coïncidence ou pas, la semaine dernière, alors que la SEC attaquait Binance et Coinbase, l'Europe, elle, a publié au journal officiel sa réglementation MiCA. Oui, l'Europe a enfin fourni un cadre aux acteurs et notamment un compte à rebours puisque son texte européen, donc MiCA, pour Market in Crypto Assets, qui fait environ 20 pages et qui a été traduit dans à peu près toutes les langues de l'Union européenne, a donc été publié au JO de l'Union européenne. Il y a une date qui a été fixée. À partir du 30 décembre 2024, les acteurs crypto devront se conformer aux règles de l'Union européenne et donc au cadre qui a été établi par les régulateurs européens. C'est un cadre, on en a déjà beaucoup parlé dans les clubs crypto, mais qui va être beaucoup plus... les acteurs seront soumis à plus de contraintes et en matière de transparence et autres, et les acteurs devront effectivement s'y conformer. Oui, effectivement. Alors dans cette tambouille, dans cette tempête surtout, plus qu'une tambouille, c'est vrai, aux États-Unis, ça secoue sec en ce moment et on a vu l'impact, c'est vrai, notamment sur les cours ce week-end de Solana, Cardano, Polygon, moins 30% en quelques jours à peine. Dans ce contexte global, comment est-ce que Bitcoin s'en sort? Quel regard portez-vous sur les performances du Bitcoin, Yorick?
Alors, c'est vrai que les cryptos souffrent et il y a des gens qui souffrent, qui ont perdu beaucoup. Donc ça, c'est regrettable. J'ai l'impression que Bitcoin s'en sort très bien. À court terme, il peut faire les frais du bras de fer qui est en train de se durcir entre les régulateurs et le monde de la crypto. Mais la tendance de long terme me paraît positive. Et en fait, un des intérêts de la période actuelle, c'est peut-être de rappeler une vérité trop souvent ignorée, qui est qu'on ne peut pas mettre les cryptos et le Bitcoin dans le même sac. Il y a d'un côté les cryptos et de l'autre le Bitcoin. Les cryptos, ce sont des projets qui sont souvent essentiellement financiers et Bitcoin, c'est un projet de société. Et donc, mettre tout dans le même sac, c'est vraiment illusoire, c'est se tromper soi-même et c'est parfois tromper autrui. Ce qui est regrettable. Donc, ça me paraît important de souligner ça à ce stade. Il a quand même reperdu par rapport aux 30 000 $ où il était il y a quelques semaines, il a reperdu. Tout à fait. Pas loin de 20%. Il a perdu, mais il y a un indicateur intéressant, c'est la valorisation de Bitcoin dans la valorisation complète des cryptos. Et depuis quelques mois, elle remonte, elle tangente actuellement les 50%. Alors qu'elle avait atteint 40% il y a quelques mois. Et donc c'est un indicateur qui est imparfait, hein, qui n'est pas suffisant, mais qui est intéressant. Donc il y a peut-être une prise de conscience que Bitcoin est différent. Vous parlez de prise de conscience et moi je vais me faire l'avocat du diable. Non, parce qu'on peut se mettre à la place des auditeurs et téléspectateurs qui ne sont pas forcément dans la communauté, pas forcément encore convertis au Bitcoin et qui peut-être vous écoutent et se disent bon, ça fait 14 ans qu'on nous parle du Bitcoin, 14 ans après sa naissance, Bitcoin, pour l'instant, échoue à s'imposer. Oui, c'est vrai, on peut penser ça, mais il faut garder à l'esprit que Bitcoin n'a jamais prétendu devenir une monnaie mondiale en 14 ans. En fait, la probabilité pour qu'un objet numérique nouveau soit inventé par un inconnu, sans équipe, sans budget, sans com, sans levée de fonds, et devienne une monnaie mondiale en 14 ans, en fait, cette probabilité est nulle, complètement nulle. En revanche, la probabilité pour que quelque chose comme Bitcoin existe toujours après 14 ans, malgré toutes les attaques, le fait qu'il soit universellement désigné comme la créature la plus maléfique de l'histoire humaine, malgré des milliers de cryptos concurrentes qui sont créées par des informaticiens de génie, des entrepreneurs doués, qui ont levé des milliards de dollars. Ils ont levé des milliards de dollars de budget, de technologie et de com. Et la probabilité pour que Bitcoin non seulement existe toujours, mais soit toujours la première, dans ce contexte, en fait, elle est infime. Et le fait que ce soit réalisé montre que la survie de Bitcoin est quasiment miraculeuse. Et donc, on devrait plutôt se poser la question, non pas pourquoi est-ce qu'il n'a pas gagné, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas mort ? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas mort et pourquoi est-ce qu'il existe toujours ? Et donc, il y a plusieurs réponses à ça, bien sûr. Mais les gens qui critiquent Bitcoin sans proposer de réponse rationnelle, cohérente à cette question « pourquoi Bitcoin existe toujours ?», en fait, ces critiques sont dénués de tout intérêt. Alors, les réponses à cette question, il y en a plusieurs. Hein. Pendant longtemps, on disait oui, mais Bitcoin existe toujours parce que c'est spéculatif. Donc ça, on pouvait croire ça dans les premières années de Bitcoin. Mais aujourd'hui, c'est plus crédible. Est-ce que si Bitcoin existe toujours dans 50 ans, on dira oui, mais c'est parce qu'il est spéculatif ? Non, il y a bien un moment à partir duquel ça n'a plus aucune crédibilité de dire ça. Et je pense qu'on est en train d'y arriver. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites sur ces perspectives de développement à partir de où on en est aujourd'hui ? Ces perspectives, elles sont très prometteuses. Si on extrapole les tendances actuelles, sa technologie se renforce, son utilisation se diffuse dans le monde, ses usages monétaires, non monétaires, et même les critiques et les attaques qui sont focalisées sur lui finissent par le renforcer. Elles peuvent l'atteindre à court terme, mais à moyen terme, elles le renforcent. Parce que maintenant, on le sait, après 14 ans d'existence, c'est une entité antifragile. Tout ce qui l'attaque et ne le tue pas le renforce. Oui, enfin, ça n'empêche pas de baisser parfois fortement. On est d'accord. Il reste très volatile parce qu'on est dans ce système un peu transitoire. C'est ça, et il est très volatile, mais ça ne vous empêche pas de continuer à penser que le Bitcoin deviendra une monnaie, malgré cette volatilité. Personne ne peut savoir s'il va devenir une monnaie. Pour qu'il devienne une monnaie, il faut que de plus en plus de gens l'utilisent comme une monnaie, c'est-à-dire comme un moyen d'échange communément utilisé. Et donc ça ne va pas se faire instantanément dans le monde entier. Ça se fait progressivement dans des communautés ponctuelles qui finissent par se réunir et s'étendre. Des communautés dans le cyberespace, des communautés géographiques, des régions, des petits États, voilà. Et puis c'est par agglomération progressive de ces pratiques que
une dynamique monétaire s'enclenche. Et c'est ce qui est en train de se passer, en fait. Oui, à petite échelle, non? Enfin, c'est pas tellement perceptible. À petite échelle. Oui, c'est tout petit. Mais en fait, c'est normal. Et c'est peut-être mieux que ça aille lentement. Parce que si ça allait trop vite, il y aurait un problème de robustesse de l'infrastructure et il y aurait probablement une réaction des États qui deviendrait irrationnelle. Et donc, le fait que ça aille lentement, c'est pas plus mal. Alors là, vous me tendez la perche, justement. Est-ce que si un jour Bitcoin finissait par véritablement se démocratiser et être utilisé pour des choses commerciales, comme une monnaie, est-ce que ce jour-là, justement, les États vont réagir et vouloir le torpiller, passer vraiment à l'action pour torpiller Bitcoin? Il y en a qui ont essayé. Et en fait, on voit que ça ne fonctionne pas. Plus le temps passe et plus la probabilité pour qu'une attaque coordonnée, massive des États soit efficace. Parce que le niveau de décentralisation des nœuds du réseau augmente. Il y a aujourd'hui entre 10 000 et 40 000 nœuds complets. Et la puissance de calcul du réseau, qui sécurise le système, augmente. Elle atteint aujourd'hui des niveaux mais vertigineux. Je crois qu'on approche des 400 exahash par seconde. Ça veut dire 400 milliards de tentatives de réponses proposées par les mineurs chaque seconde à l'équation cryptographique. Ça dépasse l'entendement. Et plus le temps passe, et plus les gens voient que ça fonctionne, qu'il y a une crédibilité de la robustesse technique, du régime d'émission, du progrès technologique du système, et plus, en fait, ça devient difficile pour les États de le tuer. Sauf à interdire les transactions en Bitcoin. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Enfin, il suffirait pour les États d'interdire toute transaction en Bitcoin, et Bitcoin ne sera pas une monnaie. Ou ce sera difficile à utiliser comme tel. Ça a été tenté dans des États autoritaires. Ça le sera peut-être dans nos propres États si les tendances liberticides actuelles se poursuivent. Ce sera triste, mais est-ce que ça fonctionnera? Ça n'est pas évident parce qu'en fait, en même temps, ça peut donner un immense coup de publicité gratuit au Bitcoin. C'est-à-dire ça permettra de prouver son utilité, qui est d'assurer aux individus une souveraineté financière sur leurs avoirs. Et si, je ne sais pas, l'État français ou américain décide d'interdire le Bitcoin, évidemment, le cours du Bitcoin va chuter, mais il va s'en remettre et ça va surtout permettre à des millions, à des dizaines de millions de personnes de comprendre en quelques heures ce qu'est Bitcoin plus vite que des années et des années de pédagogie de BFM Business. Et vous vous dites pas qu'une autre crypto un jour va supplanter Bitcoin? Alors ça, en théorie, c'est possible aussi, mais c'est pareil, la probabilité pour que ça arrive diminue avec le temps. Parce que, en termes de robustesse technique, Bitcoin accroît son avantage. Et en termes de technologie, il y a de plus en plus de projets qui promettent de faire sur la chaîne Bitcoin, sur la blockchain Bitcoin, le type de smart contract qu'on fait sur les autres blockchains. Oui. Donc évidemment, ça c'est en cours, c'est des expérimentations, c'est très complexe, ça ne va pas se faire tout de suite. Mais il y a une tendance intéressante quand même. Mmh. Et le quantique, l'intelligence artificielle, tout ça, ça pourrait pas venir percuter Bitcoin à un moment? Parce que justement, de nouvelles formes de crypto qu'on n'imagine peut-être pas aujourd'hui, un jour verront le jour. Enfin, faut jamais dire jamais en quelque sorte. Tous ces sujets sont importants à observer. Ils sont observés de près par les techniciens. Et il y a des réponses qui sont en train d'être apportées ponctuellement. On sait ce qu'il faut faire, dans quel scénario, comment, en combien de temps, et voilà. Et vous tous qui nous suivez, la première réponse à vos questions, vous la trouverez dans la newsletter BFM Crypto. À 18h, dans 1h02, Pauline. Pour cette newsletter gratuite à laquelle chacun peut souscrire. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Yorick de Bombine, haut fonctionnaire converti donc au Bitcoin et au crypto. Merci beaucoup Yorick. Merci Pauline.